C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le lancement du dialogue national au Sénégal, une initiative du président Macky Sall. Une partie de l'opposition l'a déjà rejeté. Il se tient dans un climat de forte tension politique alors que ce jeudi est attendu le verdict dans le procès de l'opposant Ousmane Sonko. Nous serons à Dakar dans ce journal. Cette manifestation de soutien à la réforme constitutionnelle en Centrafrique, des partisans du président Touadéra se sont rassemblés pour dire oui à un changement de constitution. Une partie de l'opposition s'y oppose. La correspondance à Bangui dans un instant. Et puis la fin des subventions au carburant au Nigeria. C'était une promesse de campagne du nouveau président Bola Tinubu. À peine investie, la promesse a été tenue. La compagnie pétrolière nationale a annoncé ce mercredi un ajustement de ses prix. L'ouverture du dialogue national au Sénégal, une initiative du président Macky Sall. À 9 mois de la présidentielle, il était présent ce mercredi pour lancer le coup d'envoi. On l'écoute. Il n'y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus. C'est dire que ce dialogue doit marquer notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre ensemble dans la paix. Le chef de l'État sénégalais qui n'a toujours pas tranché le débat sur une éventuelle candidature à un troisième mandat, une question qui fait polémique et qui pose question au vu de la limitation de mandat prévue par la Constitution. Une partie de l'opposition a d'ailleurs rejeté le dialogue et a annoncé vouloir organiser un contre-dialogue, le tout dans un contexte de tension politique marqué par l'affaire Sonko. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. Transcender le face-à-face pouvoir-opposition, discuter de toutes les grandes questions qui intéressent la nation. Voilà comment le président Macky Sall a présenté ses assises. Il a précisé qu'aucune question n'était tabou. Était présent parmi l'opposition Idrissa Seck, candidat déclaré à la présidentielle, Khalifa Sall, frappé lui d'inéligibilité, qui a parlé du troisième mandat. Il faut en discuter, a-t-il dit, ainsi que de la question des prisonniers qu'il a qualifié de politique. Également partie prenante, le PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Parmi les absents, le parti d'Ousmane Sonko et d'autres personnalités politiques comme Mimi Touré, dissidente du pouvoir et candidate déclarée à la présidentielle, ainsi que Déthié Fall. Le F24, qui regroupe toutes ces personnalités et qui boycotte également la rencontre, a voulu organiser un contre-dialogue par 2 reprises aujourd'hui, rencontre interdite par le préfet. Ils n'ont donc pu tenir ces assises. L'opposition qui continue de dénoncer ce qu'ils appellent la séquestration d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko maintenu à son domicile de la cité Keur Gorgui, toujours barricadé par les forces de l'ordre, à 24 heures à présent du verdict dans son procès pour viol présumé. Avec nous sur ce plateau, Pape Djibril Fall, député indépendant des serviteurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va commenter cette actualité sénégalaise. Vous êtes donc vous-même candidat à la présidentielle 2024. Êtes-vous favorable à ce dialogue ou souhaitez-vous plutôt rejoindre le contre-dialogue organisé par l'opposition? Nous l'avons dit et notifié à travers un communiqué que nous avons sorti à travers notre bureau politique. Les serviteurs ont rejeté tout bonnement et simplement l'invitation à ce dialogue parce que nous avons pensé que les conditions d'un dialogue sincère n'étaient pas du tout réunies. Pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas être juge et partie. Le président de la République aujourd'hui, qui est président sortant, qui ne doit pas se représenter, qui ne doit pas prétendre à une troisième candidature, se retrouve aujourd'hui à la tête de ce dialogue. Et nous avons proposé dans la contre-proposition qui a été faite, une personnalité publique consensuelle, et ça existe aujourd'hui au Sénégal, à équidistance des chapelles politiques, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Des gens qui ont eu de hauts faits d'armes et qui aujourd'hui étaient mieux placés pour conduire ce dialogue. L'autre chose, c'est que ce dialogue se dit national, mais nous pensons que ça pouvait se réduire à un dialogue politique. Et quand il s'agit d'un dialogue politique, on peut trouver les voies et moyens pour permettre à ces acteurs politiques de se retrouver, de pouvoir discuter pour avoir des avancées notoires sur les questions politiques. Un dialogue national devrait réunir en son sein toutes les forces vives de la nation pour discuter des questions transcendantales, des questions qui font sens aujourd'hui aux yeux
population sénégalaise, notamment des questions sur lesquelles nous reviendrons par rapport à notre offre politique liée à la souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique. Que pensez-vous, on va continuer à parler de l'actualité, que pensez-vous du climat politique en ce moment avec l'affaire Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais donc accusé de viol? Son verdict sera prononcé demain, normalement. Il y a eu des manifestations violentes, des heurts. Êtes-vous inquiet de ce climat politique tendu? Nous sommes très inquiets et nous avons alerté depuis longtemps. La situation aujourd'hui, elle est préoccupante parce que nous notons une radicalisation des antagonismes de part et d'autre et nous avons décrié une bipolarisation de l'espace public mortifère et qui a aujourd'hui à son actif plusieurs morts, notamment les jeunes. Et cette situation-là aujourd'hui nous inquiète parce que, encore une fois, ce sont les jeunes qui restent les grands perdants, les parents pauvres de cette situation. Et la classe politique sénégalaise aujourd'hui devrait gagner à se hisser à la hauteur des enjeux. Et c'est à ça, c'est à cette situation-là dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Nous la déplorons, nous la condamnons, nous ne voulons pas de violence, mais aujourd'hui, il faut aussi l'indiquer, l'indexer. Nous pensons que la responsabilité du chef de l'État, elle est grande dans cette situation, parce que depuis son accession à la souveraineté, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, il avait exprimé une volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et nous avons noté une propension systématique et systémique à casser de l'opposant. Et c'est ça aujourd'hui qui nous amène dans cette situation qui est malheureuse, mais nous la condamnons. Et aujourd'hui, le F24 qui a initié un contre-dialogue se retrouve aujourd'hui dans une situation où même les gens qui devraient se réunir dans un siège, dans un quartier général politique, ont été aujourd'hui gazés et interdits d'accès. Alors, est-ce que vous pensez qu'une présidentielle sans le candidat Ousmane Sonko serait préjudiciable pour la démocratie ? Sur le principe, il risque d'être, s'il est condamné, il risque d'être inéligible et sa candidature donc non valide. Sur le principe, on souhaite avoir des élections auxquelles participent tous les candidats. Ousmane Sonko aujourd'hui reste un élément essentiel de l'opposition sénégalaise et aujourd'hui nous pensons que toutes les conditions devraient être réunies pour permettre la libre participation de tous les candidats. Y compris Macky Sall ? Sauf Macky Sall. Macky Sall, c'est la Constitution. Alors lui a consulté de nombreux constitutionnalistes et son entourage en tout cas dit que ce n'est pas complètement, que ce n'est pas fermé du tout, qu'il peut encore se présenter à un troisième mandat. On ne peut plus laisser il ne s'est pas prononcé, mais selon son entourage, c'est possible. On ne peut plus laisser la latitude à un président de la République en Afrique de dire si oui ou non il doit participer à des élections. C'est la Constitution, la charte fondamentale qui dit qui doit participer et qui ne doit pas participer. Et dans le cas d'espèce, le président Macky Sall, non seulement la Constitution l'a bien affirmé, mais lui-même, il l'a dit, il l'a répété un peu partout qu'il sollicitait en 2019 son second et dernier mandat. Donc aujourd'hui, ce sera tout à son honneur d'organiser des élections auxquelles il ne participera pas. Et nous, on envisage aujourd'hui des élections sans le président Macky Sall. Merci beaucoup, Pape Djibril Fall, donc député indépendant et également serviteur, et également candidat à la présidentielle de 2024 qui donc aura lieu dans 9 mois. Cette manifestation de soutien à une révision constitutionnelle à Bangui au lendemain de l'annonce d'un référendum par le président Touadéra. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour dire oui à ce projet qu'une partie de l'opposition a rejeté. Elle craint que cette révision ne permette au président Touadéra de briguer un troisième mandat. La correspondance à Bangui de Rolf Steve Domialéou et Mélino Bandio. C'est aux environs de 9h ce matin que les manifestants ont commencé à se rassembler et à défiler en direction du centre-ville de Bangui, la capitale. Dotée de banderoles et de pancartes, la foule a scandé des slogans en faveur du président Faustin-Archange Touadéra suite à sa demande de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle loi constitutionnelle de la République centrafricaine. Encadrée par les forces de l'ordre, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Je suis très content parce que le président de la République a écouté nos revendications. L'ancienne constitution centrafricaine est incomplète. C'est pourquoi nous avons choisi d'aller au référendum constitutionnel. Lors de cette manifestation, le chef de l'État centrafricain Faustin-Archange Touadéra a fait une apparition remarquée et s'est exprimé devant la foule. L'année n'a dialogue républicain. So, la population
Pendant le dialogue républicain, la population était venue nombreuse avec ses différents représentants et ils ont fait beaucoup de propositions positives. J'ai aussi consulté le rapport. Il y a des bonnes propositions qui peuvent faciliter le développement des administrations, des ministères et aussi de la présidence de la République. Et je me suis dit, ça vaut la peine de mettre en place une nouvelle constitution. En Centrafrique, tout le monde n'est pas favorable à la révision d'une nouvelle constitution. Certains craignent une volonté du chef de l'État de briguer un troisième mandat. C'est le cas d'opposants regroupés dans le bloc républicain pour la défense de la constitution BRDC. Ils militent contre cette réforme constitutionnelle-là. Le Soudan est de nouveau secoué par de violents combats. L'armée, qui s'est retirée des négociations menées sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite, a bombardé à l'artillerie lourde les paramilitaires à Khartoum. La trêve négociée n'avait toutefois jamais été respectée. Les civils sont toujours pris au piège. On fait le point avec notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. L'armée justifie son retrait des négociations de Djeddah par le fait que les forces de soutien rapide violent quotidiennement le cessez-le-feu. Selon l'armée, les FSR sont responsables des combats quotidiens qui ont lieu à Khartoum, au Nord Kordofan ou encore au Darfour. Les FSR se cachent toujours dans des habitations civiles et dans des hôpitaux. Les FSR ont d'ailleurs publié un communiqué ce mercredi qui réfute tout cela. Elles disent respecter tous les points de l'accord de cessez-le-feu et accusent l'armée d'être responsable des altercations. Alors, dans les faits, les deux parties sont responsables. Les FSR attaquent régulièrement l'armée qui elle-même les attaque aussi. Elles sont toujours présentes dans des quartiers d'habitation de la capitale. L'armée bombarde ces zones occupées par les FSR. Quel va être l'impact donc de ce retrait des négociations de Djeddah ? Eh bien, on ne peut que s'attendre au pire, puisque l'objectif de ces négociations, c'était de permettre la mise en place de cessez-le-feu qui devait permettre à l'aide humanitaire d'arriver dans les zones les plus touchées par le conflit. S'il n'y a plus de négociations, il sera extrêmement compliqué pour ces humanitaires d'arriver sur place, alors que c'est déjà très compliqué à l'heure actuelle. Il y a toujours des millions de personnes qui sont bloquées dans les zones les plus touchées par le conflit. Khartoum, la capitale, le Nord Kordofan et le Darfour. Beaucoup n'ont plus accès à l'eau, à la nourriture. Beaucoup ont besoin de voir des médecins, mais voilà, s'il n'y a pas de cessez-le-feu, s'il n'y a pas de négociation, il sera extrêmement complexe pour l'aide humanitaire d'arriver sur place. Et l'Union africaine veut rester optimiste malgré les violations des nombreuses trêves au Soudan. Pour l'UA, la suspension des discussions en Arabie saoudite entre les belligérants ne doit pas décourager les efforts de médiation. Les détails avec notre correspondante à Addis Abeba, Clotilde Hazard. Tous les représentants des instances internationales réunies ici, notamment les Nations Unies, l'IGAD et l'Union africaine, sont d'accord. Une solution militaire serait un désastre pour le Soudan. Ils appellent donc à un processus inclusif et solide qui doit rassembler tous les acteurs politiques, académiques, religieux aussi du Soudan, car ce processus doit avant tout être soudanais, ont-ils déclaré. Ils ont salué aussi les négociations menées à Djeddah et la prolongation du cessez-le-feu annoncé cette semaine. Ils ont aussi salué la première opération humanitaire menée avec succès par le Programme alimentaire mondial ce week-end à Khartoum. Quant à la suspension des négociations de Djeddah annoncée ce matin, elles ne doivent pas inquiéter selon le porte-parole de l'Union africaine sur la crise au Soudan. Que les négociations prennent une autre forme, tout cela est possible et prévisible. Mais cela ne devrait absolument pas décourager les médiateurs qui sont quand même très importants, les États-Unis et l'Arabie saoudite, que nous soutenons très fortement de poursuivre leurs efforts. Et comme nous allons développer l'application de notre feuille de route sur le plan politique. Et nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés qui nous attendent, mais cela ne nous découragera pas de poursuivre avec ténacité et détermination. L'Union africaine doit proposer un plan concret dans les jours à venir aux belligérants soudanais qui repose sur 4 piliers. L'adoption d'un arrangement constitutionnel rapide, la formation d'un gouvernement de civils, un plan d'urgence pour venir en aide aux populations touchées par la guerre et l'organisation d'élections démocratiques. La fin du carburant subventionné au Nigeria, c'était une promesse de campagne du nouveau président Bola Tinubu. La compagnie pétrolière nationale a annoncé ce mercredi qu'elle avait ajusté ses prix, ce qui a suscité la colère de la population. Caroline Lambolé. Remontées à bloc, ces personnes attendent pour faire le plein à Lagos, au Nigeria. Elles espéraient pouvoir obtenir le prix normal, environ 200 naira par litre, alors que la compagnie pétrolière nationale a triplé mercredi le prix de l'essence.
Ils essaient de supprimer les subventions du carburant, ça fait des ravages. Vous pouvez voir par vous-même que tout est bloqué partout. Les voitures ne bougent pas, les gens ne vont pas travailler. Ces files d'attente, tout chavire, personne ne bouge. C'est tellement frustrant. Et nous avons voté pour ce gouvernement. Plusieurs stations-service ont déjà ajusté leurs prix, comme ici à Abuja. Ce matin, le carburant était à 195 naira le litre. Mais peu de temps après, c'est passé à presque 600 naira. Et ici, c'est 550 le litre. C'était une des promesses de campagne du nouveau président Bola Tinubu. Tout juste investi, il a annoncé lundi que les subventions allaient disparaître, sans donner de date précise. Ces subventions coûtent 867 millions de dollars à la compagnie pétrolière nationale chaque mois, que l'État n'est plus en mesure de rembourser. Mercredi, la compagnie a annoncé que les prix pourraient encore fluctuer en fonction des réalités du marché. Les autorités avaient tenté de mettre fin aux subventions en 2012, provoquant des manifestations dans tout le pays. Plusieurs personnes auraient été tuées par la police lors de ces manifestations. On part à présent en Afrique du Sud où des architectes ont imaginé un immeuble original qui respecte l'environnement et qui, du haut de ses 12 étages, offre une vue imprenable. Plus de détails avec Olivia Bizot. Vue imprenable, architecture moderne et empreinte écologique minime. Cet hôtel de 12 étages dans le centre du Cap va bientôt ouvrir ses portes. Le bâtiment repose sur une structure classique de béton et ciment. Mais les murs sont tous fabriqués à partir de blocs de chanvre. Il y a des bâtiments, des structures qui ont été construites en chanvre il y a des siècles et qui sont toujours debout aujourd'hui. Donc c'est un peu comme si nous revenions aux bases de métaux de construction, mais en les améliorant, en combinant avec la technologie moderne. Ce matériau, aux multiples propriétés d'isolation, a la particularité d'avoir une empreinte carbone négative. La réduction des émissions de carbone est massive. Et je pense que le chanvre est en quelque sorte un matériau de construction alternatif. Mais il est presque en train de devenir la norme. C'est un outil avec lequel nous pouvons réduire le réchauffement climatique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment autorisé la culture du chanvre, estimant que le secteur pourrait créer 130 000 emplois. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.